Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Le président camerounais Paul Biya a reçu le prix de l'Union panafricaine des avocats pour la résolution pacifique des conflits. L'utilisation de la voie diplomatique dans le conflit de Bakassi a été grandement saluée. Le Nigeria compte parmi les meilleures économies du continent. S'ajoute à cela une armée figurant parmi les plus développées. Mais le pays s'est jusqu'à présent montré relativement impuissant face aux exactions commises par le groupe terroriste Boko Haram. Valoriser l'arachide et dynamiser les zones rurales, autant d'enjeux présents dans l'aménagement d'une portion de route financée par la Banque africaine de développement au Sénégal. Nous y reviendrons dans cette édition. Après Olusegun Obasanjo et Kofi Annan, c'est au tour du président Paul Biya d'être honoré pour son action dans la résolution pacifique de conflits. Le chef de l'État camerounais a reçu son prix ce vendredi à Yaoundé par Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain. Narcisse Doumbé, notre correspondant au Cameroun, a suivi cela pour nous. Le président Paul Biya reçoit le prix de l'Union panafricaine des avocats pour la résolution pacifique des conflits. Cette distinction, soutenue par l'Union africaine, lui a été remise ce vendredi à Yaoundé pour son action dans la résolution du conflit de Bakassi, péninsule située dans le sud-ouest du pays. Dans cette affaire qui opposait le Cameroun et le Nigeria, la voie diplomatique prônée par le chef de l'État camerounais a été privilégiée. Une leçon pour les leaders africains, selon l'ancien dirigeant sud-africain Thabo Mbeki. C'était l'occasion de remettre au président Biya ce prix qui a déjà été remis au président Obasanjo et à Kofi Annan, puisqu'il a également été un personnage central dans la résolution de ce conflit. C'est un signal positif pour l'ensemble du continent, c'est la preuve que nous pouvons régler pacifiquement nos conflits, et là nous avons un exemple concret dont il faut se féliciter. Quant à l'heureux récipiendaire, il a exhorté la communauté internationale à œuvrer pour garantir une paix durable dans le monde. La paix par le droit est donc possible, à condition toutefois que la force cède le pas devant le droit, à condition aussi que les États reconnaissent la primauté du droit international et le rôle prééminent des Nations Unies. Par ailleurs, la paix dans le monde ne pourra être assurée que si la communauté internationale fait de la solidarité une des valeurs fondamentales des relations entre nations. On ne peut que se réjouir de la prise de conscience de plus en plus forte de cette obligation par une majorité d'États. Bakassi a été rétrocédé au Cameroun le 14 août 2008. Aujourd'hui, cette péninsule d'environ 1000 km² riche en pétrole et en gaz est considérée par le gouvernement comme étant une zone de développement prioritaire. Depuis 2010, environ 132 projets de développement sont en cours d'exécution dans cette zone. La Centrafrique fera du 8 juin une journée nationale du désarmement. Pour le gouvernement de transition, il devient urgent de restaurer la paix et la sécurité. Il a d'ailleurs invité l'ensemble de la population à la reprise des activités, comme nous l'explique Karine Loubanzedio. Dans les rues de Bangui, la capitale centrafricaine, la vie reprend progressivement son cours normal. Un processus de normalisation plus d'un an après la prise de pouvoir des ex-rebelles de la Séléka et l'arrivée de Michel Djotodia, chef de la coalition rebelle, à la tête de l'État. Depuis l'arrivée de Catherine Samba Panza en janvier dernier, l'enjeu principal reste la pacification du pays. Et dans cette optique, le gouvernement vient d'initier une campagne de désarmement volontaire. Nos enfants doivent retrouver le chemin de l'école. Nos étudiants doivent retrouver le chemin de l'université. Nos travailleurs doivent retrouver le chemin de leur travail. Cette campagne est censée démarrer le 8 juin prochain. Et pour de nombreux Centrafricains, cette phase est nécessaire au processus et l'appel du gouvernement commence déjà à faire son effet. L'appel a eu son impact. S'il faut voir le mouvement d'hier et le mouvement d'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, vous voyez, il y a la circulation, les gens ont repris les activités. Donc cet appel a eu son impact. Toutefois, ce retour à la normalité reste fragile pour certains habitants de la capitale qui restent sceptiques. Désarmement pour que le Séléka se désarme.
Moi, je sais que parmi les Sénégalais, la plupart, c'est des bandits. C'est des gens qui sont habitués avec les armes. Ils ne peuvent pas accepter d'être désarmés, ils ne peuvent pas remettre les armes comme ça volontairement. Il faut appliquer seulement cette résolution. La présidente Catherine Samba-Panza a affirmé par ailleurs que le désarmement se ferait de façon disciplinée, en collaboration avec l'ensemble de la population, des forces de l'Union africaine et des 2000 soldats français de la mission de maintien de la paix. La mobilisation internationale pour les jeunes filles enlevées au Nigeria se poursuit. 2 mois après leur enlèvement par Boko Haram, le sort des 200 lycéennes préoccupe toujours la communauté internationale, à l'instar de l'Union africaine qui a déployé d'intenses efforts pour les retrouver. Cette aide se traduirait par une diplomatie discrète, mais aussi par un renforcement de ces unités de renseignement dédiées au terrorisme. Et justement, le Nigeria lutte difficilement contre le groupe islamiste de Boko Haram. Pour certains spécialistes, cette montée en puissance du terrorisme s'explique en partie par l'accroissement des inégalités. Les précisions de Guillaume Durand. C'est un traumatisme africain et mondial de voir aujourd'hui la première puissance économique du continent sans véritable défense face au groupe islamiste terroriste de Boko Haram, dont les exactions se multiplient semaine après semaine au Nigeria. Pour l'analyste politique Zebalinga, il convient dans un premier temps de définir les origines du problème Boko Haram. On a un État, visiblement, puissant, en apparence en tout cas très puissant, un État qui est un État riche, mais on se demande si finalement cet État est suffisamment concret, c'est-à-dire dans son déploiement territorial. Est-ce que précisément une partie du pays n'est pas restée la partie utile, la partie pétrolifère, dans laquelle effectivement coule le pétrole et qui enrichit un certain nombre d'élites locales, et une autre partie du pays, depuis très longtemps, a été laissée à l'abandon. Et cette partie qui a été laissée à l'abandon, qui est nourrie entre guillemets de pauvreté, a vu grandir en elle des mouvements qui sont des mouvements extrêmement dangereux, notamment donc Boko Haram. Selon lui, les groupes comme Boko Haram se nourrissent de la détresse des individus délaissés par la nation, comme ce fut également le cas avec les populations touareg au Mali. À long terme, seule une véritable intégration de ces populations et une meilleure répartition des richesses pourront éviter ces catastrophes humanitaires. Les premières qui sont des solutions à court et moyen terme, ce serait de toute façon de mutualiser les forces africaines, et nous n'avons pas le choix. On est également obligé de faire appel à des forces internationales, mais avec des mandats transparents, limités dans le temps, et en incluant dans les rapports avec ces forces internationales la formation et la restructuration de nos armées. À long terme, il est évident que si on n'a pas un développement équilibré, si on n'a pas une redistribution des richesses, alors qu'on a des cours du pétrole qui sont élevés, le cours des matières premières qui sont élevés, et qu'on continue à avoir une pauvreté extrêmement forte, des zones dans lesquelles l'éducation n'arrive pas, des zones dans lesquelles les services sociaux, les administrations ne fonctionnent pas, on aura le même problème. Conscience politique et nationale, éducation, justice sociale et mutualisation panafricaine constituent, selon Zebalinga, les uniques outils de lutte contre ces terreaux terroristes. Au Togo, coup dur pour le Parti démocratique panafricain, membre de la coalition Arc-en-Ciel. La levée d'immunité parlementaire de son élu à Dampken, Assambaré Wakin Targon, a en effet pris acte ce jeudi. 8 chefs d'accusation pèsent à son encontre. Il est accusé d'avoir appelé les populations de Dampken au soulèvement, à la haine raciale, à la désobéissance civique, mais aussi il aurait demandé à cette population de chasser les Peuls résidant dans la préfecture. La Banque africaine de développement contribuera à la réhabilitation d'une route dans le bassin de Kaolack au Sénégal. Un tronçon qui permettra à ce bassin arachidier d'être relié plus directement aux autres régions sénégalaises. Les explications de Karine Loubanzadio. Kaolack, capitale du bassin arachidier, vient de recevoir le soutien de la Banque africaine de développement. Grâce à un apport de 35,8 millions de dollars, cette région du centre du Sénégal pourrait entreprendre les travaux d'un tronçon de route de 40 km. Une voie de communication qui permet la liaison entre les différentes régions du Sénégal, particulièrement celles les plus enclavées. Le projet va créer des emplois pour les jeunes et les femmes dans les zones rurales et semi-urbaines. Il aidera également à freiner l'exode rural dont le bilan migratoire est très élevé.
La réhabilitation de cette route répond également à une préoccupation d'ordre commercial. Pour l'année 2014, la récolte d'arachide est annoncée comme exceptionnelle avec 800 000 tonnes attendues. Mais des tensions persistent entre cultivateurs et producteurs d'arachide. Les cultivateurs veulent fixer leur prix sur les cours internationaux et préfèrent l'exportation au commerce local. Le développement d'infrastructures routières devrait ainsi permettre de faciliter les échanges au sein du pays. Un pays ou une filière ne peut pas se développer uniquement sur la base des fluctuations internationales. Donc il faut encourager la préférence nationale, la consommation locale, la trituration primaire. On va dans un monde, on ne peut plus être dépendant du monde extérieur. Il va falloir qu'on réfléchisse sur les voies et moyens pour transformer nos propres produits, pour créer une valeur ajoutée et au finish encourager la consommation locale. On est dans cette dynamique-là et puis je pense qu'on va y parvenir d'ici quelques temps. Une telle structure permettrait de faire émerger un marché intérieur et dissuaderait les producteurs de se tourner vers une économie parallèle. Des revenus non négligeables pour le 3e produit sénégalais exporté et qui fait vivre plus de la moitié de la population. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.